Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, toujours un plaisir d'être devant un micro. Aujourd'hui, on se pose la question, les soucoupes volantes existent-elles? Le 24 juin 1947, l'homme d'affaires et pilote d'avion privé Kenneth Arnold rapporte avoir vu une escadrille de 9 objets volants au-dessus du mont Rainier, un volcan de la chaîne des Cascades situé dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il estima que la vitesse de ces appareils était d'au moins 1900 km/h, ce qu'aucun avion à l'époque n'était capable d'atteindre. C'était il y a 75 ans. Depuis ce jour, des millions de cas d'observation d'objets volants non identifiés, ce qu'on appelle les OVNI, ont été répertoriés à travers le monde. Un nombre incalculable de livres, de rapports, d'articles, de reportages, télé, de radio, de films, des vidéos sur Internet aussi, etc., ont été diffusés, des millions d'histoires analysées. Et depuis 75 ans, des milliers d'ufologues, ces passionnés de soucoupes volantes, ont bien tenté d'élucider le mystère. Ils ont scruté à la loupe toutes les pistes possibles et inimaginables où pourrait cacher la solution au système des OVNI. Ils ont raconté, décortiqué, analysé des millions de témoignages, tentant de séparer le vrai du faux. Surtout, ces ufologues ont tenté de repérer quelques cas incontestables de visites d'extraterrestres sur Terre. 75 ans après l'observation de Kenneth Arnold, le mystère des OVNI demeure entier. Que conclure de ces 75 ans de questionnement à propos de mystérieux objets qu'on verrait passer dans le ciel? Peut-on en retirer quelques enseignements et conclusions utiles? Y a-t-il des clés qui permettent d'aborder le mystère des soucoupes volantes? Bien, c'est à ces questions qu'on va tenter de répondre dans ce balado. Claude, avant d'aller plus loin, tu désires faire une mise en garde importante. De quoi s'agit-il? En effet, et là, c'est effectivement une mise en garde importante parce que il y a des gens qui sont convaincus qu'on est visité par des extraterrestres, là, qu'il y a des vaisseaux venus d'un autre monde qui se baladent dans notre atmosphère, que des extraterrestres viennent nous voir. Il y a vraiment des gens qui y croient fermement, qui sont convaincus que c'est la réalité. Ce balado-là ne s'adresse pas à eux parce que quand on s'attaque à une croyance de quelqu'un, c'est toujours déplaisant. Quand on se fait dire non, ta croyance, ce à quoi tu crois, c'est pas fondé, c'est blessant, c'est choquant. Et moi, je ne veux pas choquer personne. Je ne veux pas dire, si vous y croyez à la visite des extraterrestres, c'est correct, hein? C'est une croyance qui est légitime. Moi, je m'adresse plutôt, je pense, à la majorité des gens qui pensent, qui se posent des questions par rapport aux OVNI. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai? Est-ce que ça se peut qu'on soit visité par des extraterrestres? On a peut-être plus ou moins certaines croyances. Il y en a qui pensent que c'est peut-être vrai que ça... de toute façon, il y a des millions de témoignages, il doit bien y avoir quelque chose là. Mais si vous n'êtes pas un croyant, si vous vous posez des questions, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a à retirer de tout ça? Quelle analyse on peut faire du phénomène? Après 75 ans, ben, c'est ça dont on va parler dans la prochaine heure. Maintenant, si vous êtes croyant, et je respecte cette croyance-là, si vous êtes absolument convaincu que nous sommes visités par extraterrestres, ben, je vous invite peut-être à ne pas écouter la suite parce que ça va juste être blessant, puis ça va juste être choquant. Puis ce n'est pas mon but. Chacun a le droit à ses croyances, en autant qu'il ne fasse pas de mal aux autres, et c'est le cas présent. Mais à ce moment-là, je suis très sincère en disant je ne veux pas frustrer personne, je ne veux pas choquer personne. Vous avez tout à fait le droit d'y croire, et j'en ai rencontré plusieurs dans ma vie, puis je les respecte. Mais en même temps, je m'adresse plus à ceux qui se disent coudonc, là, y a-t-il quelque chose de vrai là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut penser après 75 ans de phénomène? Et c'est pourquoi je mets cette mise en garde-là. On va discuter, évidemment, de façon critique du phénomène. Vous allez voir comprendre pourquoi. Mais en même temps,
je ne suis pas là pour, entre guillemets, démolir la chose, mais plus pour offrir des pistes de réflexion comme comment on peut aborder le phénomène lui-même, compte tenu que depuis 75 ans qu'on en parle, il y a des millions de cas, il y a un nombre véritablement incalculable de livres et de rapports qui ont été publiés. C'est ce dont on nous allait parler. Donc, je m'adresse, je pense, à tous ceux et celles qui se posent des questions vis-à-vis de ce phénomène-là, questions très légitimes, mais je ne veux pas blesser personne. OK. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, quel mystère se cache derrière les millions de témoignages d'OVNI? Est-ce possible qu'on ait tout faux, qu'on ait tout halluciné, tout imaginé ou tout inventé? Est-ce que c'est possible, Claude? Bien, c'est un questionnement qu'on peut avoir. En fait, c'est souvent le questionnement inverse qu'on va se dire. Non, ça se peut pas que tout ça soit faux, qu'on a tout imaginé, tout imaginé. C'est un questionnement très légitime. Et nous, ce qu'on va explorer, dans le fond, dans la prochaine heure, c'est les différentes facettes du phénomène. Donc, la question se pose et on va tenter d'apporter des pistes de solutions. Je vous le dis d'avance, on ne résoudra pas le mystère une fois pour toutes. Ça fait 75 ans qu'il dure, il va continuer à durer. Mais on va quand même l'aborder de façon en disant, OK, voici un peu ce qu'on peut en retirer. À commencer par le récit de Kenneth Arnold du 24 juin 1947. Un récit qui a rapidement fait le tour des États-Unis, qui a déclenché une cascade d'observations de toutes sortes. Au cours des 3 semaines suivantes, les États-Unis se sont embrasés avant de balayer le restant de la planète. Absolument. Au départ, on parlait de soucoupes volantes parce que c'est ce que les médias nous ont rapporté. En fait, les premières observations, on parlait soit de soucoupes volantes ou de cigares volants. Maintenant, avec le temps, les apparitions se sont un peu diversifiées. Fait qu'on a inventé le terme OVNI, objet volant non identifié, puisque c'était pas juste des soucoupes ou des cigares qui volaient. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'OVNI, objet volant non identifié. C'est une adaptation du terme anglais UFO, Unidentified Flying Object, donc des objets volants non identifiés en anglais. Ça a donné le terme UFO, duquel on a dérivé le mot ufologue. Les ufologues, c'est les passionnés de soucoupes volantes. C'est ceux-là qui font des enquêtes sur le terrain, qui récoltent des témoignages, qui écrivent des livres. Donc, les ufologues, c'est des passionnés de soucoupes volantes ou les passionnés d'objets volants non identifiés. J'avais lu dans certains articles à une époque, on avait tenté de franciser le terme en disant des ovniologues ou quelque chose comme ça, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que les ufologues, c'est ceux qui écrivent des livres, qui font des conférences sur le sujet, et c'est ceux qui sont convaincus qu'il y a dans le ciel à tout le moins des objets volants non identifiés, mais généralement, ce dont on parle, c'est de soucoupes volantes venant d'un autre monde. Bien, Claude, j'ai un questionnement qui me vient comme ça soudainement concernant les ufologues. C'est des passionnés donc du phénomène des objets non identifiés. Est-ce qu'il y a des ufologues qui ne croient pas aux extraterrestres ou en fait que les extraterrestres nous ont visités tout en étant passionnés du sujet? On va peut-être en parler plus tard, mais je peux quand même dire ceci, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, écoutez, il y a des phénomènes non identifiés dans le ciel, là, on ne sait pas trop c'est quoi, donc peut-être que ce sont des phénomènes d'origine naturelle méconnus, quelque chose comme ça, mais fondamentalement, quand on parle vraiment avec eux, dans le fond, ce dont ils croient ou ce à quoi ils espèrent, c'est qu'il s'agit de vaisseaux spatiaux venus d'un autre monde. Parce que si vous me dites que c'est des phénomènes naturels non connus, ça n'intéresse pas personne, cette hypothèse-là. Fait qu'il y a des ufologues qui vont jouer un peu sur ce tableau-là en disant, écoutez, il y a des choses dont on ne connaît pas la nature, peut-être que c'est des phénomènes naturels, mais dans le fond, tout le monde espère ou tout le monde croit qu'on parle de vaisseaux spatiaux venus d'un autre monde. Parce que si c'est un phénomène physique, atmosphérique, chimique, ça n'intéresse personne. Mais je pense que autrement dit, je pense qu'à peu près tous les ufologues croient à la présence d'extraterrestres, même si certains vont comme tendance à le nier en disant non, on a l'esprit ouvert, mais je ne suis pas convaincu, moi, personnellement. Évidemment, pour une parenthèse, il y a des milliers d'ufologues, il y a toutes les sortes là-dedans, là, fait qu'il doit y en avoir quelques-uns, mais la plupart de ceux que j'ai connus, moi, c'est même si des fois, ils ont tendance un petit peu à le nier, ils croient aux soucoupes volantes. OK. Retournons à notre récit maintenant. L'apparition des soucoupes volantes, telle que rapportée dans les médias en juillet 1947, s'est véritablement répandue comme une traînée de poudre dans la population en général. Il faut dire que les ovnis s'inscrivaient très bien dans l'ère du temps, n'est-ce pas, Claude? Absolument. En fait, là, à l'origine des ovnis, il y a une grande question que tout le monde se pose depuis tout le temps, c'est « sommes-nous seuls dans l'univers ?» Et je dirais, à partir du 20e siècle, particulièrement de la deuxième moitié du 20e siècle, la réponse est devenue de plus en plus évidente.
Avant, il y avait une réponse religieuse. Nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a créés à son image. On est les seuls dans l'univers. Mais au fur et à mesure que la science est installée, là, on s'est mis à dire non, ça n'a pas de sens qu'on soit seul dans l'univers. Il doit y avoir d'autres civilisations. Donc, quand on pose la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Ben, la très, très, très grande majorité des gens répondent, ben, c'est invraisemblable de penser le contraire, de penser qu'on est seul dans l'univers. On n'est sûrement pas les seuls. Il y a sûrement d'autres civilisations et possiblement des civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre. Et là, quand on répond à cette question-là de cette façon-là, on se dit, ben là, s'il y a d'autres civilisations, probablement des civilisations beaucoup plus avancées que nous, ben la logique voudrait qu'ils viennent nous visiter. Donc, c'est logique qu'il y ait des soucoupes volantes, qu'il y ait des objets venus d'un autre monde. Moi, ce que je veux simplement souligner, c'est que c'est deux questions totalement différentes. Oui, on peut considérer qu'il y a probablement d'autres civilisations. Remarquez bien, ça n'a pas été démontré, ça n'a pas été trouvé, mais toute raison porte à croire que oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on vient nécessairement nous visiter. C'est deux questions totalement séparées. Et la question des ovnis, parce que souvent les gens confondent la chose. La question des ovnis, c'est pas de dire sommes-nous seuls dans l'univers. Ça, c'est une question astronomique, c'est autre chose. La question des ovnis, c'est est-ce que oui ou non nous sommes visités sur Terre par des extraterrestres? Et cette question-là, c'est celle qui fait l'objet de balado d'aujourd'hui, puis d'une controverse qui dure depuis 75 ans. Mais c'est pas parce qu'il y aurait de la vie ailleurs dans l'univers qu'on est nécessairement visité par des extraterrestres. Il faut le démontrer en tant que tel. Fait important à souligner, en 1947, ces deux grandes questions s'inscrivent dans un contexte très particulier, dans un terreau fertile, si on peut dire. Claude, peux-tu nous rappeler le contexte de l'époque? Effectivement. Ça, là, c'est très important parce qu'on oublie souvent, maintenant que le phénomène existe depuis 75 ans, on dit, ben c'est évident que c'est comme ça que ça se passe, mais il faut savoir que cette idée-là s'inscrit dans un contexte, et si le contexte n'avait pas été celui qu'il était à l'époque, peut-être que l'idée n'existerait pas ou elle se serait implantée différemment. On est en 1947. On est donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, dans un climat un peu particulier. Peut-être un peu, je repassais à ça ce matin, peut-être un peu comme le climat dans lequel on est aujourd'hui en cette fin de pandémie. Enfin, on espère qu'elle va finir. Il y a la guerre en Ukraine, donc il y a un contexte, il y a un malaise social, un malaise, tout le monde se sent un peu mal de ce temps-là, même si dans votre vie, à vous, ça va bien. Il y a comme, ça va mal dans le monde, là, puis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les gens se sentaient un peu comme ça. Ils venaient de vivre un traumatisme terrible. Hein. C'est 50 millions de morts, je pense, la Seconde Guerre mondiale, si c'est pas plus. L'Europe a été ravagée. Donc, il y a ce contexte-là. En même temps, suite à la Seconde Guerre, il apparaît un grand nombre d'innovations technologiques parce que durant la guerre, il y a beaucoup de recherche et développement qui se font. Il y a des armes qui se mettent au point, mais qui vont servir dans le civil par la suite. Entre autres, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale qu'on a inventé le moteur à réaction, donc les avions à réaction. On a évidemment perfectionné de façon générale les avions. Donc, de plus en plus, il commence à y avoir des vols d'avions de passagers, des avions à hélice à l'époque. Les avions à réaction, c'est les avions militaires qui vont éventuellement donner naissance aux avions à réaction qu'on connaît, vous et moi. C'est aussi un progrès une époque de progrès technologique important. Par exemple, au niveau de la télévision va apparaître. Les télécommunications vont se développer de plus en plus. On va pouvoir communiquer d'un bout à l'autre du pays parce qu'on va développer des réseaux de téléphone puis des réseaux intercontinentaux, etc. Donc, c'est une ère de développement technologique. C'est aussi une ère où on s'imagine, puisqu'on ressort à peine de la guerre, que les armées du monde entier sont en train de mettre au point des nouvelles armes, des armes d'une nouvelle technologie. Donc, on s'attend à apparaître des choses qu'on ne s'imaginait pas. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée avec l'explosion des deux explosions nucléaires au Japon. Donc, une nouvelle arme qui apparaît, l'arme nucléaire, ça a frappé tout le monde. Et c'est une arme qui a été développée dans le plus grand secret durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand elle fait son apparition en 1945, tout le monde est un peu surpris, sauf évidemment les spécialistes. Fait que là, on s'attend qu'il pourrait y avoir de nouvelles armes. Et en plus, il y a toute l'énergie nucléaire qui fait son apparition, justement, les explosions. Mais là, l'énergie nucléaire à but civil. Donc, et si vous allez voir les films de science-fiction de l'époque, là, je parle peut-être plus les années 50, mais les bandes dessinées, les petits comics, etc., vous allez voir qu'on imagine plein de prodiges qu'on va pouvoir réaliser grâce à l'arme nucléaire. En fait, quand je dis prodige, ça pourrait être des choses positives comme des choses négatives, là. Mais on est comme dans une ère, autrement dit, là, en 1947, dans une ère de grands progrès technologiques où là, tout semble devenir possible. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît
le phénomène des soucoupes volantes, c'est-à-dire que comme tout est possible, ben, il y a peut-être des nouvelles armes qui apparaissent dans le ciel, il y a peut-être des nouvelles découvertes qui sont faites, il y a des choses qui se passent dont on n'est pas encore au courant. Donc, c'est dans ce terreau fertile-là que va naître le phénomène OVNI. Et je pense que si ça n'avait pas de ce même contexte-là, le phénomène aurait pu être très différent par la suite. Mais c'est important de se garder à l'esprit que le phénomène est apparu dans un contexte qui était très propice. Et belle coïncidence, le 17 octobre 1947, le pilote d'essai Chuck Yeager devient le premier homme à franchir le mur du son à plus de 1000 km/h à bord d'un avion fusée, le X-1, qui pourrait être le précurseur d'une nouvelle génération d'armes. À cela s'ajoute le fait que les journaux et magazines de l'époque multiplient les récits de voyages et d'aventures dans l'espace. Quand je parlais de l'apparition d'une nouvelle arme, ben, c'est un peu, bon, le X-1 en tant que tel, c'est un avion expérimental, là, d'où le X pas expérimental, mais ça donne l'idée qu'on va développer des nouvelles armes, des avions de chasse supersoniques. Et quand je regarde les journaux de l'époque, d'ailleurs, dans le fascicule qui va accompagner cette chose-là, je reproduis certains articles, en tout cas les en-têtes d'articles, où en 1947, on commence à dire, bien, bientôt, on va aller dans l'espace, on va envoyer des satellites, on va aller sur la Lune dans un avenir pas si lointain. Donc, c'est une époque où on rêve beaucoup du jour pas si lointain où nous-mêmes, on va voyager à la vitesse du son. Là, on va se promener à bord d'avions qui vont voler à la vitesse du son. Et dans un avenir pas si lointain non plus, où on va même aller dans l'espace. Donc, il y a un contexte technologique très particulier à ce moment-là. 1947, c'était aussi l'aube de la guerre froide entre les Américains et les Soviétiques. Une terrible peur du communisme s'installe aux États-Unis. Exactement. Et on sait qu'au début des années 50, le sénateur Joseph McCarthy va sévir aux États-Unis. Là, il va lancer de grandes chasses aux sorcières pour débusquer les communistes qui se cacheraient un peu partout au sein du gouvernement américain puis dans les entreprises américaines. Il va véritablement y avoir une chasse aux sorcières, une chasse qui visera pas cette fois-ci les femmes comme à l'époque la chasse aux sorcières dans les années 1700, je pense, en Nouvelle-Angleterre, mais là qui va viser un peu tout le monde un peu partout. C'est une époque, comme je le disais tantôt, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais apparaît une nouvelle peur, la peur du communisme, la peur que les Russes pourraient nous envahir. Et donc, quand on parle d'objets volants non identifiés, il y a peut-être des avions russes là-dedans, il y a peut-être des gouvernables secrètes qu'on ne connaît pas. Donc, il y a un climat de peur, de tension, peut-être un peu comme celui qu'on vit actuellement. C'est très différent, là, mais je veux dire, avec la pandémie puis ce qui se passe en Ukraine, on vit tous un peu une certaine peur. Je pense que c'est un climat qui devait ressembler beaucoup à ça, mais probablement beaucoup plus intense. Fait qu'il y a à la fois une époque de rêve où on rêve de prodiges technologiques, mais une époque d'inquiétude en disant qu'est-ce qui va arriver? Il y a de nouvelles armes, les Russes deviennent de plus en plus menaçants. Et Joseph McCarthy s'inscrit très bien dans ce courant-là. C'est pas pour rien que cette chasse aux sorcières-là était possible au début des années 50, qu'elle n'aurait pas été en d'autres temps, parce que ce climat-là existait. Donc, le climat qui existe au moment où apparaît le phénomène est très important. C'est donc dans ces circonstances qu'au début de l'été 1947, un peu tout le monde se met à scruter le ciel, cherchant à voir son propre objet volant, que les médias décrivent comme étant des soucoupes ou des cigares volants. Sera-t-on un témoin privilégié du passage d'une nouvelle arme, ou peut-être d'une incursion soviétique dans le ciel américain? Sinon même, qui sait, du passage d'un vaisseau venu de l'espace lointain? Voilà qui inquiète et fait rêver en même temps. Exactement. Ce qu'il faut rappeler, deux dates importantes. Kenneth Arnold voit une escadrille de 9 objets le 24 juin. Son récit, d'après ce que j'ai pu trouver et comprendre, il a été publié dès le lendemain, dès le 25 juin, on a commencé à parler. Et là ça a fait une explosion aux États-Unis. Tout le monde s'est mis à en parler, les médias se sont mis à en parler. Et là, à partir du début de juillet, et là, je le documente dans le fascicule, là, je vais reproduire les articles du New York Times. Là, à partir du début juillet, là, on se met à parler d'objets volants non identifiés dans le ciel. Donc, tout le monde se met à regarder le ciel. Dans un premier temps, là, les premiers textes du New York Times commencent à nous rapporter des témoignages d'hommes fiables. Par exemple, on parle de 2 pilotes de la United Airlines qui auraient observé des objets volants durant une douzaine de minutes. On parle aussi d'un garde-côte de Seattle qui aurait photographié
des objets volants dans le ciel. On cite même le témoignage de gens de l'administration américaine de l'aéronautique qui auraient vu des douzaines de missiles dans le ciel. On n'a pas plus de détails sur ce que c'est. Et là, quelques jours plus tard, le New York Times rapporte qu'on voit maintenant des objets volants non identifiés dans 33 États américains. Donc, c'est en train de balayer les États-Unis. Et là, on est au début de juillet toujours. Là, le New York Times commence à publier des articles où on voit des témoignages de monsieur et madame tout le monde qui ont vu des secours volants, qui ont vu des objets volants non identifiés. Enfin, on parle de secours volants à l'époque. Entre autres, une citoyenne de l'Idaho qui aurait vu ce qu'elle a décrit comme étant des espèces de bassinettes ou baignoires volants, des baignoires volantes qui avaient à peu près la taille de maison. On parle aussi de policiers du New Jersey qui auraient observé dans le ciel 2 secours volantes. On parle d'autres qui auraient vu des boules de feu traverser le ciel à vive allure. Il y a même c'est drôle parce que quand on lit ça, je sais pas, vers le 8 juillet à peu près, le New York Times est tout fier de rapporter qu'il y a des citoyens de l'État de New York qui en ont vu des secours volantes. Fait que même l'État de New York voit des secours volantes. Par la suite, on rapporte aussi le témoignage d'un cadet de l'air qui était à Washington, D.C., qui aurait observé des objets que lui estime qui volaient à au moins 1500 km/h, donc plus vite que n'importe quel avion qu'on avait à l'époque. Là. On n'allait pas encore à ces vitesses-là. Il y a même des citoyennes qui auraient vu une espèce de bataille aérienne entre 2 objets volants non identifiés. Donc, les journaux de l'époque, je me base sur le New York Times, mais ça devait être partout comme ça, puis là, évidemment, je n'ai pas les témoignages à radio, etc., là, mais rapportent en 2 ou 3 semaines après le phénomène de l'observation de Kenneth Arnold, que tout le monde se met à voir des secours volantes un peu partout. Eh bien, ça devait être assez excitant et épeurant peut-être pour certains. Oui, et c'est hallucinant de lire les articles. C'est hallucinant. Moi, j'en revenais pas. Des baignoires volantes. Bref. Et oui. Le 8 juillet, le New York Times précise que la vague d'OVNI atteint à présent 39 États américains ainsi que le Canada, des objets volants ayant été aperçus en Nouvelle-Écosse et à Sherbrooke, au Québec. Wow. Oui. Ainsi qu'au Mexique, en Angleterre, en Australie et en Afrique du Sud. C'est quand même hallucinant de penser que 2 ou 3 semaines après l'observation de Kenneth Arnold, tout le monde se met à voir des objets volants, des secours volants, on va employer le terme de l'époque, des secours volants dans le ciel, alors qu'auparavant, là, avant le 24, personne n'en parlait, personne ne voyait grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont, par la suite, rapporté avoir vu des cas bizarres, mais je veux dire, on ne voyait pas grand-chose dans le ciel. Et là, soudainement, Kenneth Arnold, dans un contexte très particulier, nous dit qu'il a vu une escadrille de secours volantes. Tout le monde se met à regarder le ciel. Et là, au départ, c'est aux États-Unis, donc dans 39 États américains, comme Mathieu vient de le souligner. Et après ça se répand à travers le monde entier. C'est vraiment un phénomène particulier. Il n'y en avait pas de secours volante avant le 24 juin et dans les 2-3 semaines suivantes, là, la vague a balayé la Terre. D'où l'idée qu'il y avait un contexte très particulier, un terreau très fertile pour la chose. L'une des constatations qu'on a pu faire dès le départ, c'est que la majorité des observations rapportées ont eu lieu lors du week-end du 4 juillet, le jour de la fête nationale des États-Unis, ce qui a soulevé le doute chez certains. Pourquoi donc? Il faut savoir, pour quiconque est allé aux États-Unis le 4 juillet, qu'on lance plein de feux d'artifice. Souvent, il y a des feux d'artifice officiels. Là, la ville ou l'État va faire des feux d'artifice de façon fort importante. Mais souvent aussi, les citoyens eux-mêmes vont avoir leur propre petit feu d'artifice privé, si je peux dire. On lance plein d'objets dans le ciel. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent dans le ciel. Puis évidemment, les gens sont festifs, ils ont peut-être consommé un peu d'alcool, un peu plus. Tout le monde se met à regarder le ciel, parce qu'on a entendu parler des témoignages de Kenneth Arnold et on voit ce qui se passe j'imagine, à la radio de l'époque et dans les journaux, on vient de le relater un peu. Fait que tout le monde se met à voir des choses dans le ciel. Le 4 juillet, en 1947, c'est un vendredi, donc on peut penser que ça a été un week-end de festivités. Et qu'à ce moment-là, il s'est passé plein de choses dans le ciel, là, tout à fait naturelles, mais étant donné le contexte, étant donné l'observation de Kenneth Arnold, là, les gens se sont mis à voir des secours volants. Et quand on lit l'ensemble des articles du New York Times de l'époque, on voit vraiment que c'est la première vague d'OVNI, mais il va en avoir plein d'autres par la suite. Là. D'ailleurs, je ne poursuivrai pas la suite des vagues parce qu'il y en a eu. Mais ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que dans cette série d'articles-là, il y en a une dizaine,
j'ai l'impression que tout y est à peu près. Là. On a vraiment affaire à la première vague et c'est un peu ce qu'on va voir par la suite. Voilà qui fait dire à certains observateurs que le phénomène OVNI comporte un important aspect psychologique. Comme l'illustre cette première vague, lorsque tout à coup, tout le monde se met à regarder le ciel, eh bien voilà qu'on rapporte quantité d'observations surprenantes. Absolument. En fait, là, ce que je veux dire, c'est que, c'est important de le dire, là, le phénomène OVNI ne se résume pas qu'à un phénomène psychologique, tout le monde se met à imaginer des choses, à voir des choses dans un contexte un peu particulier, tout le monde se trompe. Mais il y a quand même un volet psychologique, parce qu'on va le voir dans les vagues suivantes, lorsque sort un film, sort un livre important, les gens se mettent à regarder le ciel et à voir des choses. Il y a une composante psychologique très importante, le fait de se dire, on se met à regarder le ciel, puis il y a un peu, je vais mettre des guillemets, là, mais il y a un peu une folie populaire parfois qui se dégage, et on la voit très très bien dans les premiers articles du New York Times, étant donné le déferlement fulgurant des secours volantes là, qui vont balayer les États-Unis en moins de 2 semaines, et après ça, à l'échelle de la planète. Une autre composante importante du phénomène, donc il y a une composante psychologique, une composante où tout le monde se met à regarder le ciel et à voir des choses alors qu'avant ça, on n'en voyait pas. Une autre composante importante qu'il faut en parler, qui est un peu dans cette optique-là, c'est le désir d'en voir. C'est-à-dire, moi, là, je veux faire partie un peu des privilégiés. Là. J'ai vu une secours volante, là, puis je vais vous le raconter. Là, là, je fais partie un peu d'une espèce d'élite. Hey, j'ai vu ma propre secours volante. Puis là, je fais partie de ceux qui savent, de ceux qui ont vu. Et en même temps, ben, je me rends intéressant parce que là, je raconte ça dans les soirées publiques. Là, j'ai vu une secours volante, voici ce que j'ai vu. Puis on peut avoir tendance à embellir l'histoire et tout ça. Et ça, c'est une autre composante, le désir de faire partie de ceux qui ont vu, de ceux qui savent. Et c'est une composante à ne pas négliger, c'est les ufologues. Les ufologues aussi se rendent intéressants parce que ils savent, ils ont rencontré des témoins, ils ont fait des enquêtes, etc. Donc, ça ne veut pas dire que tout est faux, que tout a été inventé, mais ce volet-là, il existe. Le désir d'en voir, le désir de faire partie d'une espèce d'élite, le désir de se rendre intéressant, c'est une composante importante du phénomène à ne pas négliger. J'ai une autre question sur les ufologues. Est-ce que il y en a certains qui n'auraient jamais vu de phénomène extraterrestre? Absolument, oui, tout à fait. Ils ont surtout rencontré des témoins qui en ont vu. Ouais. Il y en a plusieurs ufologues pour se rendre intéressants vont raconter qu'ils en ont vu, mais c'est surtout les ufologues vont dire, moi, je suis un enquêteur sérieux, là. J'ai rencontré des témoins, là. J'ai analysé les dossiers, puis moi, je peux vous dire, là, il y a des cas, là, c'est pas explicable. Il y a des cas moi, je suis convaincu que ce sont des cas de secours volantes venus d'un autre monde. Fait que ce sont des gens, non pas nécessairement qui en ont vu, mais qui connaissent suffisamment bien le dossier pour dire, moi, je peux vous le dire que ça existe. OK. On pourrait analyser longuement cette première vague d'OVNI, telle que relatée dans le New York Times, puisqu'elle renferme, selon toi, Claude, l'essentiel de ce qui caractérisera le phénomène OVNI, phénomène qui ne fera que s'amplifier au fil des décennies. Absolument. J'avoue, là, qu'en préparant ce balai-là, j'ai fait une petite découverte. C'est-à-dire que j'aurais peut-être expliqué aux auditeurs que moi, c'est un phénomène qui m'a intéressé dans les années 70-80, comme adolescent, les années 70. J'ai lu plein de livres de secours volantes, je me suis intéressé au phénomène. J'ai toujours eu un regard un peu sceptique, il faut quand même que je l'avoue, mais quand même, étant donné que ça touche à l'espace, moi, tout ce qui m'intéresse à l'espace, fait que j'ai lu dans de nombreux livres le récit de nombreuses vagues de secours volantes. Il y en a une, entre autres, je pense, au-dessus de Washington, D.C. en 1952, et il y en a eu plein d'autres. Et la découverte que j'ai faite, c'est qu'en lisant la dizaine d'articles du New York Times qui ont été publiés au début du mois de juillet 1947, j'ai été très surpris de voir que presque tous les éléments que j'ai pu voir par la suite dans les vagues étaient déjà présents. Le fait que les témoignages au départ de gens très, très fiables, comme des pilotes d'avion, puis des spécialistes de l'aéronautique, etc. Les témoignages aussi de monsieur et madame tout le monde qui en ont vu. On peut toujours penser que certaines de ces personnes-là se sont trompées, sauf que quand vous avez des centaines, des milliers de témoignages, bien, tout le monde ne peut pas se tromper, là, il doit y avoir du vrai là-dedans.
tous les éléments de base étaient déjà présents dans la première vague qui a duré une dizaine de jours au début de juillet 1947 et tout ce qui va arriver par la suite. C'est pour ça d'ailleurs que je n'irai pas plus loin dans l'analyse des vagues parce qu'il y en a eu, mais tous les éléments se retrouvent dès juillet 1947 et le reste, on rajoute des cas, on rajoute des détails qu'il n'y avait pas la première fois, on voit des objets de formes différentes, etc. Mais fondamentalement, tout ce qui va apparaître par la suite, on le voyait déjà au mois de juillet 1947. D'ailleurs, un article du New York Times du 9 juillet 1947 rapporte que d'étranges restes d'un disque volant auraient été récupérés sur un ranch près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Tel que le relate l'article qu'on reproduira dans le fascicule qui accompagne le balado, c'est sur notre plateforme Patreon, ce cas a donné lieu à un étonnant cafouillage de la part des autorités militaires. Roswell est à présent le cas le plus célèbre de toute en ufologie. Cette dernière décennie, il a donné lieu à un nombre incalculable de reportages, de films, de livres, d'analyses et de débats qui vont dans tous les sens. À présent, il ne fait aucun doute qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre à Roswell au début du mois de juillet 1947. Mais quoi au juste, Claude? Exactement. C'est la grande question. En fait, 2 éléments là-dedans. Dans le fascicule, je vais reproduire l'article parce que quand vous lisez l'article, on voit déjà que... Puis là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça a été discuté amplement depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, là, que les militaires ont émis des drôles de propos qui ont retiré par la suite. Puis ça a donné lieu à un drôle de cafouillage qui fait l'objet depuis une trentaine d'années d'analyse et de suranalyse. Et on analyse les virgules, les points, les tirets, etc. Mais l'autre élément qui est intéressant, c'est que il faut savoir que le cas Roswell, quand on lit des livres d'ufologie qui ont été publiés dans les années 1950, 1960, 1970, en tout cas, là, je parle de livres que moi j'ai lus, j'en ai lu plusieurs dizaines, on connaît le cas, là, les ufologues de l'époque le rapportent, mais ils rapportent que tout simplement, il est tombé des débris dont on ne sait pas trop la nature à Roswell, mais on n'en fait pas de cas plus que ça. D'ailleurs, le souvenir que j'ai, la plupart des livres que j'ai lus, la plupart des livres que j'ai lus, parle beaucoup plus des observations d'Arnold. Là. Qu'est-ce que Kenneth Arnold a vu? Là? Puis là, on l'analyse plus en détail. Puis Roswell, c'est presque une note de bas de page. Par contre, à partir des années 80 et surtout 1980, les années 90, là, Roswell est devenu un cas absolument extraordinaire d'extraterrestres. Bon, là, je n'irai pas plus loin que ça parce que je pense que tout le monde le connaît. Mais c'est quand même surprenant, moi en tout cas, ça me surprend de penser que les témoins de l'époque, là, les ufologues de l'époque, les enquêteurs de l'époque qui connaissent le cas en font pas plus mention que ça. C'est pas vraiment un cas vraiment intéressant. Ils accordent beaucoup plus d'importance à Arnold et à plein d'autres cas qui sont venus par la suite. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu le cas le plus mythique. C'est le cas que je pense que tout le monde connaît. Quand je parlais de Kenneth Arnold, probablement que la plupart d'entre vous n'avaient jamais entendu parler, alors que Roswell, tout le monde connaît. Quand même, pour moi, lisez un mot, oui. Claude, quand même, juste brièvement, c'est quoi ce cas-là? Ouais. En quelques mots. La première version qu'on a, c'est que dans un ranch auprès de Roswell, on a ramassé quelques débris. Il y a différentes descriptions qui sont faites. Il y en a qui parlent de petits morceaux de balsa, de petits morceaux de plastique sur lesquels il y a des symboles dont on ne sait pas trop la nature. Mais ça tiendrait dans une boîte de carton pas très grande. T'sais. Aujourd'hui, le cas de Roswell, c'est qu'il y aurait eu une secours-volante qui se soit écrasée ou soit posée, mais je pense plus écrasée. Il y aurait eu des extraterrestres qui auraient été extirpés de la secours-volante. Selon certains, il y avait péri, c'était des cadavres. Donc, l'armée de l'air américaine, l'armée américaine aurait en sa possession des dépouilles d'extraterrestres. Mais dans d'autres hypothèses encore plus farfelues, c'est que non, ils auraient survécu et ils travailleraient en collaboration avec l'armée de l'air. En fait, je ne sais pas s'ils sont encore vivants aujourd'hui, 75 ans après les faits, là, je ne sais pas leur durée de vie. Mais là, on est rendu tout à fait autre chose. Mais ça, là, ce que vous entendez de la récupération de dépouilles ou d'extraterrestres, tout ça, là, ça n'a jamais été rapporté, à ma connaissance, dans les livres d'ufologique que j'ai lus dans les années 50, 60, 70. C'est quelque chose qui est apparu surtout dans les années 80, 90. Et ça illustre un autre phénomène que moi j'ai vu
dans le phénomène ufologique, mais je l'ai vu aussi ailleurs, c'est que plus le temps passe, plus on est loin de quelque chose, plus l'histoire s'amplifie, se modifie. Les gens, les témoins sur place, les gens de l'époque vont sortir relativement peu d'informations, mais des fois, 20, 30 ans plus tard, là, il y a plein d'informations qui sortent, ça vient de où, puis tout ça. Et c'est l'exemple de ce cas-là. Si vous lisez, d'ailleurs, ça peut toujours être intéressant, si vous êtes intéressé au phénomène, allez dans peut-être les boutiques de livres usagés, essayez de trouver des livres d'ufologie des années 50, 60, et lisez-les, vous allez voir une description du phénomène très différente de celle d'aujourd'hui. Le phénomène a pris de l'amplification, mais pas pour le mieux, mais plutôt pour devenir plus complexe. Le cas Roswell, il était connu il y a 75 ans, mais on n'en faisait pas de cas, alors qu'aujourd'hui, c'est le cas par excellence. Ça aussi, c'est une caractéristique du phénomène. Et cette caractéristique n'est pas unique au phénomène des ovnis. On la retrouve dans tous les cas où on raconte de belles histoires, des histoires fantastiques. Souvent de bonne foi, on a tendance à embellir les choses avec le temps, à y ajouter des détails intéressants, pour ne pas dire croustillants. De la sorte, l'histoire s'embellit, se mystifie, prend de l'ampleur. Le beau mystère devient encore plus magnifique et plus mystérieux. Exactement. Ça, là, c'est un phénomène que j'ai beaucoup observé parce que je me suis intéressé à plein d'autres phénomènes mystérieux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'ai fait ce balado-là, mon idée de départ, c'est de dire, je vais aller voir à l'origine. Je vais aller voir les premiers articles. Donc, c'est le fun sur Internet, on a accès aux archives du New York Times, mais aller lire ce qu'on racontait au départ, et d'où la découverte de voir que la première vague d'OVNI, d'abord, a été fulgurante. En l'espace d'à peu près 2-3 semaines, les États-Unis et le monde entier ont été balayés. Ensuite, tout le monde s'est mis à avoir des secours volantes et on retrouve l'essentiel de ce que vont être les vagues par la suite. Et quand on passe au cas Roswell, ben que les premiers ufologues en font pas plus de cas, alors qu'aujourd'hui. Et ça, là, on voit le même phénomène, mettons, dans l'assassinat du président Kennedy, le décès mystérieux de Marilyn Monroe, de Elvis Presley. Plus le temps passe, plus le cas se complexifie, des témoignages se rajoutent, l'histoire s'embellit, devient encore plus magnifique, plus mystérieuse. Ça fait des bonnes conférences ou ça fait des bonnes conversations en fin de soirée, là. Mais je veux dire, le phénomène, si on part à l'origine, ben, il prend de l'ampleur et... il y a un vieil adage qui dit « un beau mentir qui vient de loin ». Bien, plus le temps passe, plus les choses deviennent complexes, mystérieuses, s'amplifient. Ça aussi, c'est une caractéristique importante. Et sans doute qu'il peut arriver des histoires aujourd'hui qui vont prendre une ampleur monumentale dans 25, 50, 100 ans. Puis les gens de l'époque, là, les gens d'aujourd'hui, disent « ben c'était pas ça à l'époque, là, mais là, aujourd'hui, là, c'est... » Et l'exemple de Kennedy est un très, très bel exemple de ça. Puis j'imagine que Marilyn Monroe et Elvis Presley, il doit y avoir plein de théories, plein de choses qui n'était pas là au départ, mais l'histoire s'amplifie avec le temps. C'est une caractéristique du phénomène OVNI, comme c'est une caractéristique de plein d'autres histoires qu'on voit un peu partout. Mm-hmm. Effectivement. Pourtant, Claude, tu vas nous faire une affirmation étonnante. Attention, malgré tout ce que tu viens de nous dire, tu considères que, oui, les ovnis existent. Alors, peux-tu nous expliquer ça? Ça surprend toujours les gens quand je dis « oui, les ovnis existent ». Si on pense le terme au sens propre, objet volant non identifié. Moi, ce que j'ai pu constater dans ma vie, c'est que c'est très possible que Mathieu, que moi, que vous, on voit passer dans le ciel quelque chose dont on ignore la nature. On voit passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un avion pour telle raison, c'est pas de météorite. On a vu passer quelque chose dont on ne connaît pas la nature. On a vu un ovni, un objet volant non identifié. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas parce que moi ou Mathieu ou vous n'êtes pas en mesure d'identifier l'objet que personne d'autre aurait été en mesure de l'identifier. Peut-être qu'un astronome, peut-être qu'un météorologue, peut-être qu'un pilote d'avion ou peut-être que quelqu'un d'autre qui possède une certaine expertise lui a dit « Non, ça, là, c'est tel phénomène. » Mais le fait de dire « Moi, j'ai vu passer quelque chose dans le ciel dont j'ignore la nature, donc personne d'autre à ma place aurait pu identifier l'objet. » Et en plus, ben, je suis convaincu que c'est parce que je ne peux pas l'expliquer, parce que personne d'autre ne peut pas l'expliquer, c'est donc nécessairement un vaisseau spatial venu d'un autre monde. On ne parle pas de la même chose, là. C'est deux choses différentes. Fait que je vais expliquer dans quelques minutes des cas, là, je vais donner des exemples, là. Mais ce qui est important de se dire, c'est que c'est très possible pour vous et moi de voir passer quelque chose dans le ciel dont
On ne connaît pas la nature. Donc, on a vraiment vu un objet volant non identifié, un OVNI. Mais il ne faut pas prétendre que si nous, on n'a pas été capable d'identifier que personne d'autre qui aurait peut-être des compétences, des connaissances que nous, on n'a pas, bien que personne n'aurait pu d'autre l'identifier. Donc, oui, les OVNI. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'ai rencontré entre guillemets, des témoins, des gens qui me racontaient, puis ils étaient de bonne foi, puis ils disent, j'ai vu passer dans le ciel quelque chose dont je ne m'explique pas la nature, puis je les crois. C'est juste que ça ne veut pas dire que si la bonne personne aurait été là à ce moment-là, elle dit, ben ça, c'est tel phénomène. On va donner des exemples d'ailleurs dans quelques minutes, mais au sens strict du terme. Puis d'ailleurs, les ufologues jouent souvent sur ce terme-là. Ils vont dire, il existe des objets dont les gens n'identifient pas la nature, ce qui est tout à fait vrai. Mais normalement, quand on parle d'OVNI, on sous-entend un vaisseau spatial venu d'un autre monde. Ça, c'est autre chose. Encore là, c'est une caractéristique du phénomène. On joue des fois un peu sur les mots. On fait des allusions en disant, j'ai vu passer un OVNI, mais dans ma tête, je pense à un vaisseau spatial venu d'un autre monde. C'est deux choses totalement différentes. Tu constates aussi qu'il est très facile de se méprendre, y compris même de confondre un avion de passagers pour un OVNI en forme de cigare volant. Un avion, ça fait pourtant énormément de bruit, tandis qu'on rapporte généralement que les OVNIs sont silencieux, c'est vrai. Comment peut-on, Claude, confondre un avion et un OVNI? Ça, là, c'est amusant comme question parce que j'ai moi-même été témoin parce que quand j'habitais chez mes parents, là, d'où j'étais, là, j'ai vraiment vu souvent des avions traverser le ciel et ils étaient suffisamment proches de moi pour que je puisse voir que c'est des avions sans faire aucun bruit. Et vraiment, là, j'ai vu des avions qui allaient se poser à l'aéroport. À l'époque, on disait à l'aéroport de Dorval. Aujourd'hui, on dit à l'aéroport Trudeau, du nom du premier ministre Pierre Elliott Trudeau. Et là, je voyais l'avion. Je pouvais lire la ligne aérienne, Air Canada ou Air France ou quelque chose comme ça. Mais l'avion faisait aucun bruit. L'explication est toute simple. Si vous regardez l'avion et le vent souffle dans votre dos vers l'avion, le bruit va être transporté à la direction opposée de vous. Donc, vous allez voir l'avion, mais vous ne l'entendrez pas passer parce que le vent souffle le bruit dans l'autre direction. Inversement, on peut faire l'observation inverse, qui est un peu plus difficile, mais des fois, on entend passer un avion, on entend le bruit, l'avion il est à proximité de nous, on regarde, on ne le voit pas. L'avion, en réalité, il est probablement beaucoup, beaucoup plus loin, mais le vent charrie le bruit vers nous. Fait qu'on a l'impression que l'avion, il doit être à quelques kilomètres de nous, quelque part dans le ciel. On devrait pouvoir le voir et on ne le voit pas parce qu'en réalité, il est beaucoup plus loin. Donc, le vent transporte le bruit. Fait que quand il y a des témoignages de cigares volants, ben un avion vu de profil, c'est presque un cigare parce qu'on ne voit pas les ailes, on voit l'empennage de queue, mais on ne voit pas les ailes. Fait qu'on peut avoir l'impression qu'il y a un cigare qui traverse le ciel dans le silence. Mais en réalité, c'est tout simplement un avion dont on n'entend pas le bruit. Puis là, moi, j'ai parlé avec des gens qui me disaient, j'ai vu un appareil traverser le ciel qui faisait aucun bruit, donc ça ne peut pas être un avion. Ça peut être un avion si le vent souffle dans votre dos et amène le bruit en direction opposée à vous. Donc, et c'est pour ça que le témoignage de cigares volants traversant tranquillement le ciel peut très bien être un avion. Et quand je disais tantôt que vous et moi, on peut voir un OVNI, on voit quelque chose dont on ne sait pas la nature, mais quelqu'un qui connaît la notion que je viens de vous donner peut dire non, c'est un avion. Moi, je l'ai vu parce que les avions étaient suffisamment proches de moi. J'utilisais une paire de jumelles, juste pour donner un exemple. Là. Mais je veux dire, je pouvais voir la compagnie aérienne, là, mais pourtant, l'avion ne faisait aucun bruit. Et je me souviens qu'au début, j'étais très mystifié. Comment se fait-il qu'un avion fasse aucun bruit? Tout simplement parce que j'avais du vent qui soufflait dans mon dos. Les témoins d'OVNI relatent souvent la taille de l'engin qu'ils ont vu, son altitude ou sa vitesse de déplacement, détails qui devraient prouver qu'il ne peut s'agir d'un appareil de conception humaine. Eh bien, que penser de toutes ces preuves? La réponse est relativement simple. J'imagine que, comme vous et moi, vous avez probablement embarqué dans un avion de type Airbus ou Boeing. Vous n'avez peut-être pas fait un voyage comme moi, j'en ai fait plusieurs. Ou sinon, vous avez peut-être été assez proche de ces appareils-là, vous les avez vus. Question, quelle est la dimension approximative d'un Boeing 747, par exemple? Bon, prenez celui que vous voulez, ou un Airbus A320 ou quelque chose comme ça. Est-ce que ce genre d'appareil-là, est-ce que ça mesure à peu près 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres, plus ou moins? Je pense pas que vous le savez. En tout cas, moi, personnellement, je ne le sais pas. J'ai voyagé dans ces avions-là, j'en ai vu de proche, j'en ai même examiné, j'ai eu la chance comme journaliste d'examiner de proche ces avions-là. J'ai aucune idée si un Airbus ou un Boeing, ça mesure quoi? Peut-être une centaine de mètres, peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas. Là, vous avez des gens qui disent, moi, j'ai vu passer un appareil dans le ciel dont j'ignore la nature et je suis capable de vous dire que c'est un appareil qui mesurait environ, peu importe le chiffre qu'ils vont dire.
Mais comment font-ils pour dire un chiffre comme ça si vous et moi, parce que moi, je pense qu'il y a peut-être des auditeurs qui savent combien mesure un Airbus ou un Boeing parce qu'ils l'ont lu dans des livres, ils l'ont lu dans des paramètres. Si vous avez lu puis vous dites un Boeing, ça mesure, 55 mètres ou 65 mètres, vous le savez. Mais il n'y a personne qui est capable de le déterminer à l'œil. Or, il y a des gens qui disent, j'ai vu un ovni dans le ciel, il mesurait. Puis là, je parle, on ne demande même pas une mesure précise. Quelqu'un qui va dire, gros comme une maison. OK, mais comment vous faites pour dire ça alors que si je vous demande comment mesure, est-ce qu'un 747, c'est-tu gros comme une maison ou plus ou moins? Je ne sais pas. Fait que moi, je suis toujours surpris quand les gens disent je suis capable de vous dire la dimension de l'appareil que j'ai vu passer dans le ciel. Effectivement. Ça doit être, c'est presque impossible à faire dans certains cas. C'est ça. Et je pourrais rajouter la même chose en termes de vitesse et d'altitude. Il y a des gens qui vont dire j'ai vu passer un ovni, il était environ à 500 mètres d'altitude, il mesurait tant, puis il allait à telle vitesse. Comment on fait pour évaluer? Quand vous voyez passer un avion dans le ciel, OK, êtes-vous capable de dire l'avion, il est à peu près, puis je ne demande pas de chiffre précis, hein. Est-ce que quand vous passez un avion dans le ciel, il est-tu à peu près à 1 km d'altitude? Il est-tu à 500 mètres d'altitude? Il est-tu à plus que ça? Et à quelle vitesse se déplace un avion? Là? Lorsque vous passez un avion dans le ciel, est-ce que ça se déplace à 200, 300, 400 km/h un avion? À 500, 600 km/h? À 1000 km/h, tu sais. Moi, là, quand je vois passer un avion dans le ciel, je suis incapable de dire à quelle hauteur il est, à quelle vitesse il va, puis encore moins sa dimension. Mais là, il y a des gens qui disent, moi, j'ai vu passer un ovni, quelque chose dont j'ignore la nature, et je peux vous dire à peu près l'altitude à laquelle il était, à peu près sa taille, puis à peu près sa vitesse. Je sais pas comment ils font. Si toi et moi, on n'est pas vraiment capables, mais comment eux pourraient bien faire pour déterminer là, les tailles, les altitudes, les vitesses d'un engin au sujet duquel on ignore tout? Est-ce qu'il y aurait des trucs qu'on ne connaît pas? C'est la question que je me suis toujours posée. Et c'est pour ça, tantôt, quand je disais que ça se peut très bien que vous et moi, on voit passer un ovni parce qu'on ne sait pas c'est quoi, mais que quelqu'un qui a certaines connaissances, et là, j'en ai donné des exemples. Moi, je sais bien que je suis conscient que je ne suis pas capable d'évaluer la vitesse, l'altitude et la dimension d'un appareil. Je suis conscient que si l'appareil ne fait pas de bruit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un avion parce que le vent me souffle dans mon dos, etc. Donc, on peut être confondu par notre ignorance, si je peux dire. Puis là, c'est gentil là, comme mot. Ça ne veut pas dire que vous êtes des ignorants, puis moi non plus. Là. C'est juste dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais que quelqu'un qui a certaines connaissances peut dire, ben écoutez, ça, c'est tel phénomène. T'sais. Ce que j'ajouterais en plus, c'est que ce qui me trouble plus personnellement, c'est que monsieur et madame tout le monde pensent capable de dire ben, l'objet, il avait telle dimension, il était à peu près à telle altitude, il allait à telle vitesse. C'est correct, là, ces gens-là, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est vous et moi, là. Mais que les ufologues qui se présentent des enquêteurs sérieux, qui disent nous, là, on est des gens sérieux, on est allé récolter des citoyens, des témoignages, puis là, on écrit des livres là-dessus pour vous expliquer le phénomène, que ces ufologues-là prennent pour acquis ce genre de témoignage-là, qui prennent ça comme preuve en disant, écoutez, ça peut pas être un avion parce qu'elle se déplaçait à telle vitesse. Ça peut pas être un avion parce qu'elle avait telle dimension. Ils se fient sur les témoignages de ces gens-là, mais ils n'ont pas réfléchi sur le fait que ça se peut pas que les gens évaluent la vitesse à laquelle se déplace un appareil dans les airs. J'ouvre une petite anecdote, éventuellement, je parlais avec des policiers récemment, puis je disais que dans mon quartier, les gens circulent à très haute vitesse. Et le policier me demande à quelle vitesse à peu près. J'en ai aucune idée. Je dis, ce que je peux peut-être vous dire, c'est que à l'œil, ils vont 2 fois plus vite que la moyenne des autos. Mais je ne sais même pas à quelle vitesse vont les autos. Moi, j'habite en ville. Est-ce que les autos vont à 30-40 km/h ou à 50-60 km/h? Parce que là, les gens iraient à peu près 2 fois plus vite. Mais je vois passer sur la rue des autos devant chez moi et je suis incapable de dire à quelle vitesse il va. Parce que, d'ailleurs, n'étant pas conducteur, je ne sais même pas à quelle vitesse ça va une auto au centre-ville. Mais tout ça pour vous dire que... Et là, vous avez des ufologues qui écrivent des livres, des gens sérieux, qui disent, écoutez, tel témoignage, là, monsieur Intel, là, il a vu passer un avion, un ovni à telle vitesse. Tel autre a vu un objet de telle dimension. Tel autre a vu ci. Mais si vous êtes un enquêteur sérieux, vous devriez savoir qu'on ne peut pas déterminer ce genre de valeur-là, à moins de les connaître. Là. Un pilote d'avion sait la dimension d'un appareil, à quelle vitesse il vole et à quelle altitude, mais vous et moi, c'est pas. Et donc, moi, j'ai dit toujours aux gens, dès que vous lisez un livre d'un ufologue, qui prend comme preuve ce genre de données-là, ben, il vient de démontrer son incompétence parce que ça se peut pas qu'on puisse déterminer la taille, la vitesse et l'altitude d'un objet volant non identifié dont on évidemment ignore la nature. Si je vois un 747, je pourrais dire, ben, regardez dans 2 livres, là, un 747, c'est à telle dimension, ça vole à telle vitesse, puis ça vole à telle altitude. Mais un ovni, on n'a pas ce genre d'informations-là. OK. Et dans les faits, comme tu le dis, il est assez facile de confondre un phénomène aisément explicable pour un ovni
Dans ton fascicule, Claude, tu cites même le cas de la planète Vénus que les gens prennent pour un ovni. Comment est-ce possible? Effectivement, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, nous, on sait là, que le jour dans le ciel, il y a un astre qu'on voit, c'est le Soleil. La nuit, on va voir la Lune, des étoiles et quelques planètes. Mais il arrive à certains moments de l'année, et c'est jamais régulier, où Vénus peut être visible le jour. Moi, je l'ai vu, là. On est en plein après-midi, on peut être à peu près à 3 heures de l'après-midi, là, et on regarde le ciel et on voit un astre, on voit une tache blanche, OK? Et c'est Vénus. Quand on va consulter des astronomes, on dit oui, de ce temps-ci, Vénus est visible à telle heure dans le ciel, en telle direction. Et d'ailleurs, beaucoup d'enquêtes ufologiques des années, je pense, 60-70, pour en avoir lu à l'époque, ont montré que souvent, quand Vénus devient visible le jour, le nombre d'observations d'ovnis augmente. Il y a beaucoup de gens qui confondent Vénus pour un ovni parce qu'on ne s'attend pas à voir un astre dans le ciel en pleine journée. Le Soleil, parfois la Lune, dans certaines circonstances, mais on la reconnaît, la Lune. Des fois, on la voit un peu en début de soirée, alors que le ciel est encore très bleu, mais là, on la reconnaît. Vénus, on ne s'y attend pas. Donc, quand je disais tantôt que vous et moi, on peut très bien voir un ovni en ne sachant pas c'est quoi, mais si quelqu'un avait certaines compétences, peut-être que si on avait un astronome à côté de soi, il dirait « Ah, ben oui, mais là, on est telle date, puis à ce temps-ci de l'année, Vénus, à peu près à l'heure où on est et à la direction où on regarde, Vénus se trouve effectivement dans le ciel. » Donc, il arrive souvent que les gens confondent Vénus pour un ovni, tout simplement parce qu'on n'imagine pas qu'on peut voir Vénus en plein jour, ce qui est le cas dans probablement 90% du temps, mais il y a certaines circonstances où Vénus devient visible. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, comme quoi on peut confondre un objet totalement naturel, un phénomène totalement expliqué, pour un ovni. La grande question à se poser quand on voit des ovnis, c'est de se demander est-ce qu'il s'agit d'un vaisseau spatial venu d'un autre monde? Et c'est souvent la conclusion qu'on va vite dessus. Exactement. C'est la question fondamentale. C'est-à-dire que dire que vous avez vu quelque chose dont vous ne nous expliquez pas la nature, je dirais bienvenue dans le club. Là. Il y a plein de choses que vous et moi, on ignore. Il y a plein de phénomènes inconnus. Il y a sûrement encore des phénomènes que personne ne connaît, là, que même la science ne connaît pas encore. Donc, de dire j'ai vu quelque chose dont j'ignore la nature, c'est correct, oui. Mais dire j'ai vu un vaisseau spatial venu d'un autre monde, parce que quand on sous-entend OVNI, quand on sous-entend Soco-Volante, c'est dont on parle, ça, là, c'est autre chose. C'est pas parce que vous expliquez pas la nature d'un objet, puis c'est pas parce qu'un ufologue s'explique pas certains cas, que ça prouve que c'est un vaisseau venu d'un autre monde. Cette preuve-là doit être établie par elle-même. Là. On doit prouver. Autrement dit, c'est pas parce que quelque chose n'est pas A que c'est nécessairement B. C'est pas A, d'accord, c'est pas A, c'est pas. Mais ça veut pas dire que c'est B. B étant la visite d'un vaisseau extraterrestre. Et il faut faire la grande distinction. Et c'est important, cette notion-là, parce que souvent, les gens jouent un peu sur les mots. Ils vont dire, non, mais je parle d'OVNI, objet volant non identifié, mais je vous dis pas que c'est des soucoupes volantes venues d'un autre monde, mais c'est ce que vous pensez, puis ce qu'eux pensent, puis ils disent, oui, mais il faut être ouvert d'esprit, puis tout ça, mais le fait de voir quelque chose dans le ciel inexpliqué ne prouve pas que ça vient d'un autre monde. Maintenant, l'un des arguments les plus fréquemment utilisés pour justifier la possibilité que nous soyons visités par des extraterrestres est celui voulant qu'il soit impensable qu'il n'y ait que nous dans l'univers, que nous serions les seuls êtres évolués dans tout l'univers. Pour toi, Claude, on peut difficilement imaginer être seul dans l'univers, qu'il n'y ait aucune autre civilisation à part la nôtre, et donc qu'il est réaliste de considérer la possibilité que des extraterrestres viennent nous visiter. Bien, absolument. En fait, ce qu'on peut dire une chose, c'est que l'idée de penser qu'on n'est pas seul dans l'univers, c'est même une idée auquel j'ai tendance à croire. Là. Oui, c'est logique, ça va. Même, je dirais que les plus récentes recherches qu'on a menées dans les dernières décennies tendent à montrer que probablement que l'univers abonde de vie au sens très large du terme. Ça peut être des micro-organismes, ça peut être des plantes, ça peut être toutes sortes d'êtres, mais qu'il y ait de la vie dans l'univers, oui, ça, c'est dur de nier le contraire, de nier cette possibilité-là, c'est vraisemblable. Maintenant, ça ne veut pas dire que s'il y a de la vie, qu'il y a nécessairement des civilisations évoluées
technologiquement beaucoup plus avancés que nous qui viennent nous visiter. C'est deux questions séparées. Et là, il faut faire la preuve de la deuxième. C'est pas parce qu'il est logique, vraisemblable de penser qu'il y a de la vie de l'univers que nous sommes nécessairement visités par des extraterrestres. Pour différentes raisons, ne serait-ce que les distances, peut-être aussi le manque d'intérêt. Surtout, on pourrait imaginer l'hypothèse inverse. Hein. Il y a de la vie partout dans l'univers, il y en a partout. Il y a des civilisations, il y a des millions, il y a des milliards de civilisations. Pourquoi viendrait-on nous visiter, nous, en particulier, surtout qu'il y a eu une visite à un moment donné, pourquoi pas, là, mais qu'on soit visité régulièrement chaque année des dizaines de fois, s'il y a de la vie en abondance, des millions de civilisations, à moins qu'on soit quelque chose d'un peu particulier, là, et là, je reviens souvent à une marotte que j'ai souvent parlé dans des balados précédents, on a tendance à se penser au centre de l'univers, l'être le plus important, etc. Ben là, on se dit peut-être, il pourrait y avoir des millions de civilisations à travers l'univers, à travers la galaxie même, et dire, nous, on est spécial, on vient nous visiter, on vient nous étudier, on est particulièrement intéressant. Fait que tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a de très bonnes raisons de penser que la vie abonde dans l'univers, mais la vie sous toutes ses formes, que c'est la preuve ou l'indice que nous sommes visités. C'est deux questions totalement différentes. Donc, que vous croyez la première, je suis de même avis que vous, sûrement qu'il y a beaucoup de vie dans l'univers, mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement visité. Deux questions différentes. Désolé, je t'ai prêté une intention dans ma question. Je me rends compte. Ça n'a pas de problème. Tu as bien rectifié. Je suis assez d'accord qu'il faut vraiment dissocier la vie. Tout porte à croire qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. C'est ça. Mais est-ce qu'on a été visité? C'est une toute autre question. C'est ça. Tu sais, on pourrait dire de façon plus générale, Mathieu, que si quelqu'un dit quelque chose, que si quelqu'un prouve qu'une chose est faux, ça ne veut pas dire que l'inverse est vrai. Et souvent, on fait ce court-circuit-là. On dit, si A est faux, ça veut dire que B est vrai. Non, A est faux, on s'entend là-dessus. Il faut prouver B, par exemple. Et souvent, les gens vont... D'ailleurs, on voit des fois dans certains arguments où ils vont dire, telle personne, on va prouver qu'elle dit faux. Donc, ce que mon point de vue à moi, il est vrai. Non, ton point de vue à moi doit être prouvé par elle-même. Et c'est un exemple de ça. Il y a de la vie dans l'univers? Oui, d'accord. Probablement de la vie en abondante? Oui. Mais ça ne prouve pas qu'on est visité pour autant. Mm-hmm. Claude, est-ce qu'on n'aurait pas récolté en 75 ans d'observation quelques preuves valides de visites extraterrestres parmi les millions de cas d'OVNI? Est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir quelques-uns là, qu'on pourrait penser qu'on a eu une visite extraterrestre? À ta connaissance, est-ce qu'il y a des cas douteux ou qui soulèvent un tas de questions? C'est la question que je me suis beaucoup posée dans les années 90. Et ce qu'on observe, c'est la chose suivante. Les ufologues nous rapportent des millions d'histoires. Je pense qu'on peut parler en termes de millions, là, plein de cas. Certains cas qui sont douteux, mais d'autres cas qui sont très vraisemblables ou bien documentés, etc. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que il n'y a aucun cas, à ma connaissance, puis je ne pense pas me tromper, qui prouve hors de tout doute la visite d'extraterrestres. Il y a des cas mystérieux. Il y a des cas inexpliqués. Il y a des cas dont on ne s'explique pas. Puis il y a différentes raisons pour lesquelles on ne s'explique pas. Mais à ma connaissance, il n'existe pas de cas qui prouvent hors de tout doute. D'ailleurs, quand on questionne les ufologues, ce qu'on découvre, et j'ai eu l'occasion de faire l'expérience à l'époque, c'est que chaque ufologue a ce que j'appelle ses cas chouchous. C'est-à-dire qu'il va dire, oui, mais tel cas, là, ça, là, c'est une preuve indéniable là, pour telle raison. Puis là, il y a tel autre cas. Il y a chaque ufologue, des fois, 2-3 cas chouchous. Maintenant, quand vous allez voir d'autres ufologues, leur dire qu'est-ce que vous pensez de ces cas chouchous-là, ils vont vous les démolir de façon très convaincante. Mais eux vont avoir leur propre cas chouchou. Dire en disant, oui, mais tel autre cas, par contre, ça, c'est une vraie preuve, par exemple. T'sais. Donc, ce qui est important de se dire, après 75 ans d'ufologie, puis j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire, là, après 75 ans, il n'existe pas ce que j'appellerais un corpus de cas, non pas un corpus de cas inexpliqués, ça, des cas inexpliqués, il y en a, c'est pas de problème. Il n'existe pas, à ma connaissance, de cas qui prouvent hors de tout doute, puis qui fait le consensus chez les ufologues. Et quand je parle de consensus, je ne parle pas d'unanimité, mais si on disait l'ensemble des ufologues s'entendent pour dire que l'histoire A, B et C prouve hors de tout doute raisonnable que nous sommes visités par extraterrestres, j'aimerais bien les voir. Ce que j'ai vu, c'est que chaque ufologue ou chaque chapelle d'ufologue a ses cas chouchous, mais qui se contredisent les uns les autres. Mais c'est quand même troublant de penser qu'après 75 ans, il y a des milliers,
pour ne pas dire des dizaines de milliers d'ufologues qui ont enquêté sur le phénomène, qui ont ramassé des millions de cas, et ils ne s'entendent pas sur un certain corpus de cas, non pas, et je rajoute et j'insiste, non pas de cas inexpliqués, parce qu'on va me demander, oui, mais comment t'expliques telle affaire, comment t'expliques telle autre, Ça ne prouve pas un cas inexpliqué qu'on est visité par des extraterrestres. Ça prouve juste qu'on est en présence d'un cas inexpliqué pour différentes raisons, mais il n'existe pas de corpus. Et ça, c'est un peu troublant de penser qu'après 75 ans d'enquête, moi, là, j'ai certaines réserves par rapport aux ufologues, je pense que vous l'avez déjà compris, mais j'ai quand même une admiration chez eux. Ceux que j'ai connus, puis ceux que j'ai pu voir, c'est des gens passionnés. C'est des gens qui vont... Ils ne comptent pas les heures, ils ne travaillent pas 32 heures et demie par semaine à temps à l'heure. Ils vont vraiment se passionner pour le sujet. Ils vont enquêter pendant des années. Et ce sont des gens passionnés. Et s'il y a un cas qui existe, ils vont le trouver. Là, s'il y a une preuve qui existe quelque part, ils vont l'avoir trouvé. Et de penser qu'après 75 ans, malgré les milliers d'ufologues à travers le monde qui ont enquêté le phénomène, ils ne sont pas arrivés à établir... Là, voici 2-3 cas qui prouvent hors de tout doute que nous sommes visités par des extraterrestres. À ma connaissance, ça n'existe pas. Des cas inexpliqués existent en quantité industrielle, mais des preuves, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et j'aimerais bien l'avoir. Tu as vu émerger deux grandes tendances fort divergentes chez les ufologues. De quoi s'agit-il? En fait, ce qui est amusant, aujourd'hui, je fais un balado qui souligne le 75e anniversaire du phénomène OVNI. Dans les années 90, il y a 25 ans, j'avais fait un peu sommaire de 50 ans d'ufologie. Et ce que j'ai vu observer entre-temps, mais particulièrement à partir des années 90, c'est deux grands courants. Il y en a plus que ça, là. Il y a plein de nuances, là, mais je vais dire deux grands courants. Le premier courant, j'appelle un courant, puis je mets entre guillemets ésotérisme. C'est ceux qui disent, c'est pas nécessairement des vaisseaux venus d'un autre monde. Ils vont parler, par exemple, des intraterrestres. Donc, les extraterrestres ne viendraient pas de l'extérieur, mais plutôt de sous la Terre. Ou ils vont parler que c'est comme un complot ourdi par des gens qui veulent nous cacher la vérité. Puis là, il y a différentes hypothèses, différents courants. Des fois, c'est des gouvernements, des fois, c'est des forces occultes, puis tout ça. Mais autrement dit, en l'absence de preuves irréfutables de visites de vaisseaux spatiaux venus d'un autre monde, on va imaginer d'autres hypothèses intraterrestres, on nous cache la vérité, des complots, puis tout ça, pour expliquer, j'oserais dire, l'inexplicable. Correct, d'accord, ça va, mais ça prouve absolument pas. Au contraire, peut-être même qu'on n'est pas visité par des extraterrestres, on est obligé de recourir par des hypothèses à la fois qui sont sous terre ou donc que la vérité existe, mais on nous la cache. Ça, c'est le premier courant. L'autre courant, c'est de dire... Écoutez, on ne sait pas trop exactement à quoi on a affaire. On a possiblement affaire à des phénomènes naturels. Il y a peut-être des phénomènes météorologiques, des phénomènes physiques qu'on ne connaît pas, puis qu'on va découvrir un jour, que la science va identifier peut-être dans 25, 30, 50 ans. On est peut-être à l'avant-garde de certaines connaissances scientifiques. Puis un jour, les scientifiques vont reconnaître que ce qu'on avait observé, c'était tel phénomène physico-chimique, phénomène atmosphérique, phénomène... Peut-être, ça va, oui, ça se peut. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est que si on parle que les ovnis seraient des phénomènes naturels qu'on ne connaît pas, ça n'intéressera pas personne. Là, vous et moi, on va arrêter de s'intéresser au phénomène parce que de dire « Ah, OK, c'est un phénomène météorologique qui n'a pas encore été identifié », ça n'intéresse personne. Fait que ces gens-là, souvent, vont jouer sur deux tableaux. Ils vont dire « C'est peut-être des phénomènes d'origine naturelle dont on ne connaît pas encore la nature, mais c'est peut-être aussi, sait-on jamais, un phénomène extraterrestre, une soucoupe volante qui serait venue nous visiter. » Donc, ils entretiennent le doute. Parce que si on réduit le phénomène OVNI essentiellement à un phénomène naturel de nature encore inconnue, 99% de ceux et celles qui s'intéressent au phénomène vont décrocher. Là. Ça ne nous intéresse pas de savoir que c'est des phénomènes atmosphériques, météorologiques ou autres. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, a-t-on la preuve de vaisseaux venus d'un autre monde? Et si vous excluez cette preuve-là ou vous laissez tomber, le phénomène va disparaître de lui-même. Donc, les deux grandes tendances, il y en a qui recourent à des explications entre guillemets ésotériques. D'autres vont dire, la porte est ouverte à des explications naturelles, mais on continue d'entretenir le doute. Tu constates ainsi que certains ufologues jouent sur les deux tableaux. Et oui, tout à fait. Et ça, je l'ai souvent vu, où quand on leur parle en tant que sceptiques comme moi, ils vont dire, oui, mais Claude, il y a quand même des phénomènes inexpliqués, faut que tu aies l'esprit ouvert, on ne sait pas, ça peut être des phénomènes naturels. Mais quand on les entend comme il faut en conférence ou quand on lit leurs livres, là, on va parler évidemment d'OVNI. OVNI, c'est un objet volant non identifié. Je ne vous dis pas c'est quoi la nature, mais tout le monde comprend de ce dont il parle, c'est de la possibilité de visite extraterrestre, alors que depuis 75 ans, on n'a jamais réussi à établir
hors de tout doute raisonnable la preuve d'une visite extraterrestre. Donc, méfiez-vous du fait que des gens vont vous paraître des fois très, très raisonnables, mais écoutez-les bien, puis ils vont dire, oui, mais ils laissent quand même entendre la possibilité de visite extraterrestre. Parce que si un ufologue fait une conférence en disant, écoutez, moi, là, je vais vous le dire, là, c'est simplement des phénomènes atmosphériques, qu'on n'a pas trop la nature, c'est des phénomènes météo, puis tout ça, ben, personne ne va venir à sa conférence. Fait qu'il faut entretenir le doute. Les ufologues jouent souvent sur les deux tableaux. En tout cas, les ufologues, il y a les ufologues qui vont dans complètement des explications ésotériques, puis là, ils vont vous amener dans un monde parallèle. Puis il y a ceux qui vont dire, non, moi, je suis quelqu'un de sérieux, quelqu'un de raisonnable, ouvert à des explications naturelles, mais ils vont toujours jouer sur le fait que oui, mais il y a peut-être une visite extraterrestre dans le lot. Ils entretiennent le doute. Après 7 décennies d'observation de soucoupes volantes, depuis tout ce temps, est-ce qu'on a trouvé quelques preuves que ce soit de la visite d'extraterrestres? Exactement. Et la réponse, c'est non. Et ça peut paraître très, très surprenant parce que souvent, on confond phénomènes inexpliqués. Là. Il y a des histoires inexpliquées ou même peut-être inexplicables, mais il n'y a pas, à ma connaissance, de cas qui prouvent, comme je l'ai déjà dit, hors de tout doute. Or, ça, c'est très, 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 très surprenant quand on pense que ça fait 75 ans que des milliers d'ufologues, des passionnés du sujet, ont enquêté, ont essayé de déterrer toutes les pistes possibles et imaginables. Parce qu'il y aurait la piste extraterrestre, mais il y a la piste peut-être d'armes militaires secrètes. Il y aurait la piste que les gouvernements nous cachent la vérité, qu'il existe quelque part des rapports ou des preuves qui démontrent hors de tout doute. La preuve existe, c'est les gouvernements nous la cachent ou les militaires nous la cachent, etc. Mais le fait est, c'est qu'après 75 ans, les ufologues n'ont pas trouvé aucune preuve. Et là, souvent, ils vont verser dans ce que j'appelle le courant ésotérisme en disant, oui, mais vous savez, il y a des forces occultes qui sont à l'œuvre, on nous cache la vérité. La preuve existe, là, oui, elle existe, mais on nous la cache. Et là, je pourrais mentionner presque le cas de Roswell qui est délirant, où là, on a récupéré au moins des dépouilles d'extraterrestres, sinon même des extraterrestres qui ont travaillé pour le département de la Défense, etc. Puis les gouvernements savent. Donc là, on est dans le fait que comme on n'a pas pu trouver de preuves raisonnablement irréfutables, et je ne parle pas de preuves absolument béton, mais au moins des preuves raisonnables, comme on n'en a pas trouvé, on arrive à d'autres explications pour dire les preuves existent, nous sommes visités par des extraterrestres, mais on nous la cache, ou bien on va nous dire il y a des phénomènes inexpliqués, donc ils viennent d'extraterrestres, ils viennent de l'extérieur, c'est pas en soi une preuve. Et c'est quand même à la fois intéressant et navrant de constater qu'après 75 ans d'enquête par des milliers de passionnés, on n'a pas trouvé aucune preuve qui fait consensus. Puis quand je parle de consensus, dans mon esprit à moi, ça ne veut pas dire unanime. Il y a toujours des gens qui ne seront jamais d'accord, là. Mais si au moins vous aviez des 2/3 des ufologues qui s'entendaient sur quelques preuves qui pouvaient nous soumettre, ça serait un point de départ, mais ça n'existe pas. Tu observes même aussi une surprenante concordance entre les questions qu'on se posait il y a 75 ans et celles qu'on se pose à présent à propos des ovnis. Effectivement. En fait, là, si vous voulez faire la démonstration, là, essayez de vous trouver des livres d'ufologie qui datent des années 50-60. Là, prenez à peu près n'importe lequel. Là. Vous allez voir les questions qu'on se pose à l'époque. De quoi est fait? C'est quoi la nature du phénomène? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Or, si vous faites cet exercice-là et vous comparez les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est les mêmes. On n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'on l'était il y a 75 ans. Les questions... Moi, j'ai connu, là, je vais faire une petite parenthèse, j'ai connu un des ufologues de la première génération qui s'appelait Claude Macduff, qui est devenu un ami personnel qui est maintenant décédé. Claude, c'est un ufologue des années 70 qui a enquêté. Et j'aimais son honnêteté, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui disait, je vais essayer d'éclaircir le mystère, puis je me pose certaines questions, puis on y faisait partie d'un groupe qui s'appelait UFO Québec et qui enquêtait. Puis j'ai lu les magazines de l'époque, là, dans les années 90. Claude m'a prêté ses magazines, j'ai lu. Tu sais, c'était des gens, entre guillemets, sérieux, qui essayaient de trouver c'est quoi la nature, puis qui se posaient des questions, puis qui analysaient les témoignages, etc. Bien, ils se posaient les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Quand vous regardez, probablement fait des petites recherches sur Internet, là, vous allez voir c'est quoi les hypothèses qu'on a, les questions qu'on se pose. C'est les mêmes qu'il y a 75 ans. C'est quand même troublant de penser qu'en 75 ans, le phénomène n'a pas vraiment évolué. On n'a pas... En fait, je dirais même deux choses. Non seulement le phénomène n'a pas évolué, mais là, on est rendu tout à fait ailleurs. On se pose des questions qui n'ont pas de sens. On est rendu dans l'ésotérisme, dans des explications paranoïaques et autres. Le phénomène, je dirais, il a même régressé. Mais les questions qu'on se posait il y a 75 ans n'ont pas été résolues 75 ans plus tard. Et que conclure de tout ce qu'on a pu observer, analyser dans les 75 dernières années?
Avant de répondre à cette question-là, je vais ouvrir une parenthèse. Si on recule il y a à peu près 200 ans, au début des années 1800, on n'avait aucune connaissance des phénomènes météorologiques. Fait que quand il y avait des tempêtes, des sécheresses, des vents, des périodes de glaciation, il faisait très froid, etc., on était convaincu à l'époque que ça, c'était des manifestations du bon Dieu. C'était le bon Dieu qui nous punissait parce qu'on n'avait pas été bien fait. On avait, et là, je suis sérieux, là, on n'avait aucune explication sur les phénomènes météo il y a 200 ans, des années 1800. On n'avait aucune connaissance de la mécanique atmosphérique et de la météorologie. Évidemment, aujourd'hui, on s'explique le phénomène. On se dit, on sait, on comprend, là, c'est des courants atmosphériques, puis on comprend le phénomène climatologique. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de prédire le temps, mais au moins, on comprend ce qui se passe. S'il pleut, s'il fait beau, s'il fait froid, s'il y a des sécheresses, c'est pas les manifestations du bon Dieu, là. C'est un mécanisme très complexe. On pourrait prendre un autre exemple. Au début des années 1800, les savants de l'époque ont découvert un drôle de phénomène qu'on appelle aujourd'hui, nous autres, l'électromagnétisme. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à découvrir ce qui va devenir l'électricité. Et si on recule il y a 200 ans, ils sont aux prises avec une force un peu inconnue qui peut agir un peu à distance. Là, on peut, par exemple, faire bouger l'aiguille d'une boussole en passant un courant électrique dans un fil sans que le fil touche à... Ils avaient vraiment affaire à un phénomène qui leur semblait très mystérieux et qui a donné naissance à l'électricité. Et je suis certain que si on retournait à l'époque, là, sont dans la première moitié des années 1800, puis qu'on leur disait à quoi servirait l'électricité aujourd'hui, ils seraient totalement renversés parce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer à quel point c'était un phénomène important, parce qu'aujourd'hui, on peut imaginer un monde sans électricité, là, tu sais. Même chose en médecine, hein? Si on recule il y a 200 ans, là, les connaissances qu'on avait sur le fonctionnement du corps humain, là, c'était à peu près nul. Il y a 200 ans, on n'avait aucune idée des micro-organismes, de l'existence des micro-organismes, des virus, etc. Là. C'est toutes des connaissances qu'on a apprises depuis 200 ans. Et je raconte tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en 2022, on a tendance à penser que on connaît peut-être à peu près tout des phénomènes naturels. Bon, il y a encore des choses à découvrir, oui, mais on connaît l'essentiel, là, puis là, ce qu'on a à découvrir, c'est un peu des virgules, des petits détails, des nuances, etc. T'sais. Mais je veux dire, les gens d'il y a 200 ans, ils pensaient à peu près la même chose, là, qu'ils connaissaient relativement bien le monde, ils avaient leur propre théorie, puis ça expliquait le monde dans lequel ils vivaient. Évidemment, il y avait des pans entiers de la science qu'ils ne connaissaient pas. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que d'ici 100 ans, on va découvrir des choses fantastiques. Et là, je parle de choses naturelles, là, je parle de phénomènes, je ne parle pas de choses, d'un monde parallèle auquel on n'a pas idée. Les connaissances scientifiques, que ce soit en médecine, que ce soit en physique, en chimie, en astronomie, vont faire des bonds prodigieux dans le prochain siècle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes, il y a des choses, non seulement qu'on ne connaît pas, mais dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et là, je parle de phénomènes naturels, là, un peu comme le phénomène météorologique ou l'électricité ou autre, qu'on va découvrir dans un siècle. Fait que quand on se dit, ben là, on connaît à peu près tout, puis si on ne peut pas expliquer un phénomène, c'est parce que c'est un phénomène extraterrestre, parce que comme on ne peut pas l'expliquer aujourd'hui, ça veut donc dire que, ben, on risque de faire rire un peu de nous dans 100 ans où les gens vont dire, non, mais en 2022, ils étaient vraiment ignorants parce qu'il n'y avait aucune idée que telle chose existait. T'sais. Fait que je ferais un appel un peu à de l'humilité en se disant, on connaît beaucoup de choses, la connaissance a fait des bonds prodigieux depuis 200 ans, sauf qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, moi, j'espère vivre encore très longtemps, puis de voir qu'est-ce qu'on va découvrir au cours des 25-50 prochaines années. Mathieu va vivre encore plus longtemps que moi, il va voir encore plus de choses. Donc, on ne connaît pas tout aujourd'hui, et là, je parle de phénomènes naturels. Fait que regardons-nous, tu Jane, quand on dit, si on ne peut pas expliquer tel ou tel phénomène, c'est donc un phénomène extraterrestre ou autre. Probablement pas. Il y a plein de choses fascinantes qu'on va découvrir, des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence aujourd'hui, qu'on va découvrir peut-être dans 20, 30, 50, 100 ans. Mm-hmm. C'est vrai que nos connaissances scientifiques ont fait des bonds prodigieux depuis 2 siècles. Mais qu'est-ce que ça nous dit à propos du mystère des soucoupes volantes en particulier? En fait, là, ce qui est important de constater, c'est que en science, les connaissances avancent.
avance à grands pas. Je parlais il y a quelques minutes depuis 200 ans, mais même, regardons les connaissances depuis 75 ans, depuis même 50 ans. Les connaissances scientifiques ont fait des bonds prodigieux. Si vous regardiez des livres des années 50 en astronomie ou en médecine ou en physique, vous allez voir qu'on a fait des progrès. Juste citer un exemple, il y a 75 ans, la théorie du Big Bang n'existait pas. Là. Peut-être que la théorie existait, mais n'était pas acceptée. Là. La notion du Big Bang telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est apparu dans les années 60 et 70. Ça veut dire qu'en 75 ans, on a fait des bonds prodigieux en sciences dans tous les domaines scientifiques, mais pas dans le domaine de l'ufologie. Ce que je constate, moi, après 75 ans, c'est qu'on n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'on l'était il y a 75 ans. Les questions qu'on se posait à l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui. La conclusion que moi, je retire de tout ça, c'est que l'ufologie, ce n'est pas une science, ce n'est pas une démarche scientifique, parce que toute démarche scientifique évolue, apporte des connaissances, progresse. Une discipline qui n'avance pas, qui tourne, je vais faire un mauvais jeu de mots, là, mais qui tourne en rond, c'est l'ufologie. Pour moi, l'ufologie, c'est une pseudo-science. C'est pas quelque chose qui progresse, dont les connaissances avancent. Si on pouvait faire comme un bilan après 75 ans, de dire on n'a pas résolu tout le mystère, mais on a avancé, puis on en sait beaucoup plus aujourd'hui qu'on en savait il y a 75 ans, je dirais, bon, dans une démarche scientifique, peut-être un peu lente, peut-être qui avance moins vite que d'autres domaines, ça peut toujours aller, mais c'est pas le cas. L'ufologie est au même point, sinon pire qu'à l'époque, parce qu'elle a été contaminé par plein de phénomènes là, ésotériques et autres, plein d'hypothèses farfelues qui n'existaient pas à l'époque. Et là, je pense que l'exemple de Roswell est un exemple patent de cela. L'ufologie, ce n'est pas une démarche scientifique. Les ufologues, ce ne sont pas des enquêteurs sérieux qui essaient de mettre au jour la vérité. On est dans un phénomène de pseudo-science qui n'a pas progressé depuis 75 ans. Et je vais même me risquer à faire une prédiction. J'espère être encore vivant pour faire un bilan des 100 ans d'ufologie, donc dans 25 ans. Et je ne pense pas que je vais avoir grand-chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui. On est en présence non pas d'une quête scientifique, mais plutôt d'une pseudo-science. Et bien entendu, dans ce balado, on n'a pas pu résoudre 75 ans de mystère des soucoupes volantes en moins d'une heure, en 1 heure, peut-être plus, même un peu. Il y aura encore énormément de pistes à explorer, davantage d'explications à donner, comme on le fait d'ailleurs dans le fascicule sur notre plateforme Patreon qui accompagne le balado. Mais nous espérons vous avoir fourni quelques clés pour analyser ce mystère d'une façon plus éclairante, je dirais même quelques outils. On a peut-être ajouté quelques outils dans la boîte à outils afin de se faire une tête sur toute cette idée. Est-ce que les extraterrestres nous ont visités, n'est-ce pas? Exactement. J'espère que, justement, comme dit si bien Mathieu, qu'on vous offre des pistes de réflexion, parce que vous n'êtes surtout pas obligé de me croire sur parole. Pour prendre l'expression populaire de nos jours, vous pouvez faire vos propres recherches, mais gardez à l'esprit peut-être les pistes que je vous ai proposées. Et pour ceux-là qui voudraient peut-être pousser la réflexion, je les invite fortement à devenir nos Patreons puis à lire le fascicule. Parce que dans le fascicule, j'explique mieux, je donne les exemples. Des fois, je tourne peut-être un petit peu les coirons quand je fais une exposition orale. Si vous voulez avoir plus ma pensée, ma réflexion, plus voir exactement ce que j'ai observé, je vous invite beaucoup plus à vous fier au texte que j'ai pris la peine d'écrire. Quand j'écris un texte, là, je parle chacun de mes mots, je donne des nuances et tout, que je ne fais pas nécessairement dans un exposé oral. Fait que, si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bravo d'ailleurs, tant mieux, moi je suis ouvert à la critique, mais lisez le fascicule, lisez mon exposé et à partir de ça, faites-vous votre propre idée. Mais moi, ce que je constate, parce que c'est un phénomène que je suis depuis à peu près 50 ans maintenant, j'avais quoi, dans les années 70, j'étais adolescent, j'ai commencé à parler des livres de soucoupes volantes puis tout ça, puis je suis devenu plus critique à la longue. Mais je vous invite à poursuivre votre réflexion, mais à vous baser d'abord sur le fascicule plutôt que sur mes propos oraux, parce que quand on parle comme ça, on tourne des coins un peu ronds, puis il y a plein de nuances qu'on n'apporte pas. J'espère être plus nuancé que peut-être que vous l'avez entendu au cours de la dernière heure, mais prenez la peine de lire mon fascicule, vous allez voir que, ah oui, OK, c'est comme ça que c'est ce qu'a observé Claude. Et ma parole, ben, c'est un grain de sel parmi d'autres. Oui, on sort toujours des petits bouts aussi, là, donc c'est beaucoup plus complet dans le fascicule. Là, je peux le dire, même dans celui-là, il y a quelques petites sections qu'on a sautées à un moment donné. C'est ça. C'est plus complet dans le fascicule. C'est ça. Je dirais en terminant que je me considère davantage comme un homme de l'écrit que d'un homme de la parole. Là. Je m'exprime mieux par écrit que oralement. Donc, fiez-vous à mes écrits plus qu'à mes paroles.
Bien, Claude, cher auditeur, auditrice, bien, c'était mon dernier enregistrement, comme vous le savez maintenant, suite à l'annonce que je faisais avec Claude. Je ne veux pas redire tout ce qui a été dit, mais ça a été un grand plaisir de faire ça avec toi, Claude. Je veux remercier nos auditeurs, nos auditrices, mais surtout tous nos patrons, justement, qui ont encouragé le projet Voyage dans l'espace. J'espère que vous allez continuer à le faire et devenir de plus en plus nombreux. Souligner aussi l'équipe, donc Florent qui fait le montage, Florent Meunier, et aussi Laurent Runigo qui est aux médias sociaux maintenant, en plus de Claude au contenu. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode. Je veux juste quand même rajouter que moi, Mathieu, je veux te remercier comme je l'ai fait dans l'annonce qu'on a faite ensemble. Remercier parce que sans toi, le projet n'existera pas. Sans toi, le balado n'existera pas. Et ça a vraiment été un plaisir, je dirais, un honneur de faire affaire avec toi, de faire un balado ensemble. Là. Et on peut le dire aux auditeurs, de ce projet-là est née une belle amitié aussi. Fait que l'amitié va se poursuivre, le balado aussi. Puis Mathieu, lui, il va emprunter de nouvelles voies, puis ça va être intéressant à suivre. Merci, Mathieu. C'est réciproque et j'ai tout fait, mon grand pouvoir, pour que ce soit un balado comme les autres, sans trop y penser. Que c'était avec une petite émotion. Avec une petite émotion que, je suis passé un peu par-dessus. Mais voilà, donc je vais sûrement vous retrouver à un moment donné, quelque part dans l'univers, qui sait. Et puis, Claude, merci encore une fois pour ce bel épisode. Salut Mathieu et bonne chance pour la suite. Merci à tous nos patrons patronnes. Sur ce, que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.